Alors j'ai tenu à vous mettre cette vidéo qui est apparue sur Sud Radio de l'excellent Berkoff qui lui interviewe vraiment un peu tout le monde et surtout ceux qui ont des choses à dire contre les idées reçues. Hein. Il laisse parler les gens, il pose d'excellentes questions et il laisse les réponses sortir. Donc sur Sud Radio, Didier Raoult détruit complètement l'étude du Lancet, comme quoi c'est une étude faite par des gens qui ont vraiment des conflits d'intérêts avec les labos, les quatre qui ont fait ça, que c'est une étude qu'on lui reprochait d'avoir pas fait des études randomisées. Ce n'est pas une étude randomisée, c'est du pipeau, c'est des histoires à dormir debout, c'est des gens qui n'ont même pas vu les malades. Et voilà que c'est ce genre de choses que les médias en Suisse et en France, hein, c'est la même merde en France, faut pas croire qu'en France c'est différent, c'est la même merde médiatique qu'en Suisse. Hein. Et là aussi, il y a les médecins marrons qui viennent expliquer que Didier Raoult ci, Didier Raoult ça, ce sont des gars qui sont des médecins de plateau, qui n'ont jamais vu un patient depuis peut-être 20 ou 30 ans. Donc, hein, ça, il faut savoir. Comme chez nous, l'Alexandra Calmi qui est là, qui vient nous expliquer que voilà, que Raoult, son protocole, c'est fini, l'hydrochloroquine, enfin, c'est un ramassis de conneries pour essayer de le discréditer, écoutez-le bien, parce qu'alors là, il détruit l'étude du Lancet, hein, et c'est un type très, très, très posé et très intelligent. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Professeur Didier Raoult, bonjour. Bonjour. Ça vient de tomber, d'ailleurs c'est intéressant, la progression en 3 jours. D'abord l'étude de Lancet, dont il aurait beaucoup à dire, effectivement. Ensuite, l'OMS, les recommandations de l'OMS. Ensuite, les recommandations suite à Olivier Véran et le Haut Conseil de la Santé publique. Et enfin, là, un décret au journal officiel qui vient de sortir, proclame l'abrogation des dispositions dérogatoires autorisant la prescription de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19 à l'hôpital en France. Déjà qu'on l'avait cantonné à l'hôpital, et bien maintenant, on dit, ah non, même l'hôpital, on n'y touche plus, les médecins ne devaient plus y toucher. Professeur Raoult, qu'est-ce que c'est ? C'est une chasse aux sorcières ? C'est quoi ? C'est un effet domino ? C'est quoi ? Je sais pas, c'est complexe. Si vous voulez, il y a d'abord, je trouve que dans cette situation, mais comme dans la plupart des situations de crise, et comme en général, si vous voulez, les réactions, l'enchaînement des réactions politiques et médiatiques est trop rapide pour pouvoir avoir une analyse intelligente et sereine des choses. Bon, c'est le monde tel qu'il est. Hein. Les gens ont l'impression d'être pris en retard, d'être en retard s'ils n'ont pas pris une décision sous le coup de l'émotion. Donc moi qui suis pas très émotif, ça me touche pas, ça m'est égal. Il y a mais il y a des choses qui sont, bien sûr, comme dans toutes les crises, extrêmement intéressantes à réanalyser a posteriori. C'est ce qu'on veut faire, oui. Il y a eu là, qui était anticipé et qui avait d'ailleurs été noté par les gens qui sont eux-mêmes dans cette situation, la direction et l'orientation des très grands journaux scientifiques qui sont devenus des machines financières colossales, hein, et de moins en moins lucides scientifiquement, et sont en train de subir un peu la même chose que la presse tout court, c'est-à-dire la concurrence d'une part considérable de l'Inde et de l'Extrême-Orient sur les publications scientifiques, d'une part, et d'autre part sur les publications, ce que nous on appelle préprint, c'est-à-dire mises sur des sites sans peer review, qui peuvent avoir un niveau de citation maintenant et de diffusion qui est considérable à celle des grands journaux. Donc il y a dans tous ces grands journaux une fébrilité étonnante, et c'est vrai que cette fébrilité et ces choix tactiques amènent à là comme ailleurs, hein, à une remise en cause de la crédibilité d'un certain nombre de choses. Pour moi, le New England était un très grand journal. Honnêtement, la première publication sur le Remdesivir, c'est une chose qui ne serait pas passée
dans un journal de très très bas niveau avec une évaluation correcte. Vous vous rendez compte, on dit qu'avec parmi les gens perfusés, il y en a 8 qui ont disparu, il y en a la moitié dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus au bout de 20 jours. Je rappelle que le Redemsivir, c'était le médicament présenté par les laboratoires Gilead et que l'OMS avait recommandé en mars, d'ailleurs, il faut se rappeler, à un moment donné. Oui, sans qu'il y ait d'ailleurs à cette époque le moindre patient inclus. Donc c'était recommandé par l'OMS sans aucune expérience clinique. Ensuite, si vous voulez, il y a eu 2 études qui sont sorties très sérieuses, faites par les Chinois sur le Redemsivir et sur l'Opinavir, qui était l'autre antiviral qui ne marchait ni l'un ni l'autre. Des énormes études randomisées qui ne marchent ni l'un ni l'autre. Et ensuite, c'est vrai qu'il existe un tri, voire une manipulation des données dans des grands journaux comme le Lancet ou British Medical Journal qui sont inquiétantes. Je vais donner 2 exemples. Dans le British Medical Journal, il y avait un article qui avait été publié par un groupe chinois en préprint où il y avait 2 paragraphes qui montraient qu'il y avait une efficacité supérieure de l'hydroxychloroquine sur le placebo. Une sur la qualité de vie et l'autre sur un des marqueurs qu'on a de gravité. Et l'édition définitive qui a été publiée dans le British Medical Journal a fait sauter ces 2 paragraphes qui ont disparu donc de la version finale. Carrément. La deuxième chose, c'est qu'il y a une publication qui a été faite par des Français avec un méthodologiste qui est célèbre parce qu'il était célèbre dans l'histoire du Mediator, qui a refusé de tester le groupe dans lequel il y avait azithromycine et hydroxychloroquine, et sur lequel il y avait 15 malades, 0 passage en réanimation, 0 mort. La différence pour n'importe quel étudiant qui est capable de faire de la statistique était significativement différente, mais l'équipe a refusé de l'évaluer parce que ça ne faisait pas partie des objectifs prioritaires. Or, c'est le papier qui a été le plus cité de tout le traitement au monde, cité plus de 900 fois dans la littérature, c'est le papier que nous avons fait sur l'azithromycine et l'hydroxychloroquine. Donc, si c'est de la négligence, c'est une négligence extrêmement coupable, ou c'est pire que ça. Donc, pareil pour le Lancet, moi j'ai été amené à reviewer un papier qui avait été aussi publié en préprint, dans lequel tous les rhumatologues du monde avaient été interrogés. Et donc tous ces rhumatologues du monde avaient été interrogés parce que vous savez que le plaquenil, c'est les rhumatologues qui l'utilisent pour une maladie qui s'appelle beaucoup la polyarthrite rhumatoïde du lupus depuis des années. Et donc ils ont collecté plus de 900 000 observations de gens traités par de l'hydroxychloroquine pendant plusieurs années, et ils ont comparé ça à un groupe témoin de gens qui étaient traités par un sulfamide en comparaison avec 350 000 cas. On ne peut pas avoir une étude supérieure à ça. Eh bien, il n'y a aucun accident cardiaque supplémentaire chez les gens qui ont été traités par hydroxychloroquine chez 900 000 personnes. Et ce papier, moi je l'ai évalué, j'ai donné un avis favorable, et il a été rejeté par le Lancet. Donc on a l'impression quand même que tout ce qui est favorable à l'hydroxychloroquine est rejeté, et tout ce qui est défavorable est gardé. Quant à ce dernier papier du Lancet, je ne sais pas non plus. Il faut vous dire que j'ai été rédacteur en chef d'un certain nombre de journaux scientifiques, et je fais partie de l'éditorial board de la plupart des journaux scientifiques qui parlent des maladies infectieuses. Donc je passe mon temps à reviewer et à choisir des papiers. Ce papier, je l'aurais rejeté immédiatement sans revue. C'est un papier dans lequel on vous dit qu'il y a 98 000 personnes qui ont été collectées et il n'y a pas un hôpital qui est cité comme ayant donné ces données. Donc il n'y a aucune source, aucune donnée vérifiable. Et il y a quelque chose qui est il y a 2 choses qui sont extrêmement étonnantes dans ce papier. La première, c'est qu'il y a une figure sur laquelle on donne toutes les données caractéristiques des malades, c'est-à-dire leur âge, leur sexe, s'ils fument du tabac, s'ils sont obèses, s'ils ont du diabète, etc. Et ce qui est extraordinaire, ils disent qu'ils ont des patients de 5 continents, et si vous regardez ces données, elles sont toutes les mêmes pour les 5 continents. C'est-à-dire qu'il y a autant de tabagiques en Asie qu'en Afrique. Ce qui même proportion, vous voulez dire même proportion? Même proportion. C'est juste étrange. Il y a autant d'obèses en Afrique qu'en Amérique, autant de fumeurs en Chine qu'en Afrique. Vous savez, je ne le crois pas, ça, parce que comme médecin, je vois les malades, comme je suis allé dans ces pays, si vous voulez, ça n'est pas mon expérience. Donc je ne crois pas. Et comme c'est juste 4 médecins qui ne citent aucun médecin, qui ne remercient aucun médecin, aucun hôpital, je me demande si ça n'est pas entièrement construit informatiquement. C'est une véritable question. Avec du big data.
C'est même, au début, je pensais que c'est du big data. Là, je pense que c'est rien, que c'est purement informatique. Je ne suis pas sûr que ça existe réellement. Et donc, ce que je vous dis est très sérieux. Hein. Et parce que je ne peux pas croire, voyez-vous, ici, nous, on a une série de 4000 cas qui vient d'être rejetée sans revue par le Lancet. Peu importe, on le publiera ailleurs, mais ça nous intéressait d'envoyer dans le Lancet d'abord pour voir ce qui se passe. 4000 personnes, on n'a aucun de ces accidents cardiaques, mais nous, chacun de ces malades ont été vus par quelqu'un de l'équipe qui signe l'article, vous voyez, qui est présent dans l'article et qui a approuvé l'article. Comment vous pouvez avoir 4000 malades d'un côté qui n'ont aucun accident cardiaque, d'accord, et comment vous pouvez avoir de l'autre côté 8% d'accidents cardiaques mortels? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui est profond. Ou c'est pas les mêmes médicaments que nous qu'ils ont, ou dans ces études, de toute manière, ils ne donnent pas la dose. Et puis, voilà, j'allais vous dire ça, professeur Raoult, c'est peut-être pas les mêmes doses, ils ont peut-être surdosé, enfin je ne sais pas. Mais... Non, on ne sait pas ce qu'ils font. Non, donc, si vous voulez, c'est une étude, on ne sait pas ce qu'ils font, on ne connaît pas leur dose, on ne connaît pas la durée, on ne connaît pas l'hôpital dans lequel ça s'est passé. C'est quelque chose qui est totalement étrange. Donc, on a fait du coup ce que nous on appelle une méta-analyse, si vous voulez, en mettant d'un côté les études, si vous voulez, qui ont été des études de randomisées ou observationnelles, c'est-à-dire sans randomisation, mais faites par des médecins qui ont pris en charge leurs malades, et d'autre part les analyses de big data. Et alors c'est très intéressant parce qu'il se passe quelque chose qui est impossible théoriquement, c'est-à-dire que ils sont soit tous d'un côté, pro-chloroquine, soit tous de l'autre, contre chloroquine. D'accord. Donc il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Ah, il n'y a pas de gris, c'est blanc ou noir. Donc c'est fascinant, vous voyez, donc c'est fascinant. C'est fascinant. Mais, alors justement, mais c'est fascinant et en même temps, il y a quand même des choses qui se dessinent. À partir de ce Lancet, de cette étude que vous avez analysée, dont vous avez montré les failles, et vous n'êtes pas le seul, parce que beaucoup de gens s'y sont attelés et on a vu cela, eh bien, là-dessus, l'OMS dit hydroxychloroquine, terminé. Le ministère de la Santé dit hydroxychloroquine, à partir de là, tout de suite, je déclenche l'alerte rouge. Et enfin, le Haut Conseil de la Santé publique interdit. Alors, interdit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, professeur Raoult, que personne n'aura le droit, pour le Covid-19, évidemment, on n'aime pas interdire pour le lupus et la polyarthrite, mais pour le Covid-19, on ne pourra plus utiliser un médecin, n'importe, utiliser l'hydroxychloroquine? Ça ne veut pas vraiment dire ça, parce que ça serait revenir sur la liberté de prescription des médecins qui est toujours individuelle et qui est toujours l'objet d'un rapport entre un médecin et son malade. Donc c'est plus ambigu que ça. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le recommander. Bien sûr, moi j'ai jamais recommandé, j'ai dit ce que je faisais, mais j'ai jamais recommandé un traitement. Hein. Oui, chacun fait ce qu'il veut, oui. Et ensuite, chacun fait ce qu'il veut. Simplement, les gens qui ont le droit de prescrire ça, il y a une liste limitative qui n'est pas très limitative d'ailleurs, des gens qui ont le droit de prescrire ces médicaments, et les médecins généralistes ont le droit de poursuivre les ordonnances qui ont été réalisées par ces médecins spécialistes. Donc, ça change rien, à votre avis, ça change rien ou pas? À mon avis, ça change pas grand-chose, d'autant que pour vous dire la vérité, des cas de Covid-19, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Donc, si vous voulez, ça me paraît... encore une fois, hein, moi j'ai dit souvent, je voudrais pas. J'ai eu l'occasion de voir de près un ministre de la Santé, de voir d'un peu plus loin des autres. Je voudrais pas être ministre de la Santé parce que je trouve que c'est un métier impossible. Hein, c'est un métier très difficile et donc je plains tous les gens qui font ce métier-là parce que vous devez répondre à trop de sollicitations. Moi j'ai vu il y a des cabinets qui disent il faut vous protéger, Monsieur le Ministre, et qui parfois le noient au lieu de le protéger. Si vous voulez, il faut prendre des décisions très rapides parce qu'il y a une pression médiatique considérable, en particulier sur tout ce qui touche la santé. Donc honnêtement, le temps, cette crise révèle un grand nombre de choses et le temps va passer, on verra bien, on fera bien le point de tout ça. Alors justement, justement, cette crise qui révèle un grand nombre de choses, et je voulais aller plus loin avec vous, professeur Raoult. Moi, ce qui me frappe, et alors là, je parle du point de vue d'un patient, ou je parle du point de vue de monsieur tout le monde, enfin, peu importe, c'est pas une question de journaliste ou pas, c'est une question de savoir, en fait, aujourd'hui, les gens sont perdus parce que cette polémique intense, justement, qui a été au sujet de votre protocole, mais bien au-delà, Lancet et compagnie, qui parle au nom de la science? Qu'est-ce que ça veut dire parler au nom de la science? Moi, j'ai été très frappé, si vous voulez, le pouvoir politique, quel qu'il soit, mais parlons du pouvoir politique français. À chaque fois qu'il est décidé quelque chose, le premier tour des élections municipales et autres, nous parlons après consultation du comité scientifique. Nous avons consulté le comité scientifique et nous avons décidé d'eux.
Est-ce qu'il n'y a pas là une instrumentalisation? Qu'est-ce que la science et au nom de qui? Et qui parle au nom de quoi? Franchement, on est assez perdu là-dessus. Mais vous êtes perdu. Alors, je m'excuse parce que vous êtes plutôt sympathique. Mais vous êtes perdu parce que vous n'êtes pas très très bon en réalité. Les politiques non plus. Et donc, vous avez un problème, c'est que moi j'entends souvent ça, dire la communauté scientifique, il n'y a pas plus de communauté scientifique que de communauté de footballeurs. C'est idiot cette histoire de communauté des journalistes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien en commun. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Et donc, tout ça part d'une espèce, dans certains cas, au mieux, d'une grande naïveté, mais vous, les scientifiques, vous dites ça, et puis eux, ils disent ça, et puis dans certains autres cas, c'est de la mauvaise foi, c'est-à-dire on réunit des gens et on dit, écoutez, ça c'est mon comité scientifique et c'est eux qui doivent parler, mais je vais vous donner un exemple. Oui. Parce que celui-là me frappe beaucoup. Vous voyez bien, il y a un président de la Haute Autorité de Santé qui s'exprime maintenant, et puis vous avez un directeur de l'Agence nationale de la sécurité des médicaments qui s'exprime maintenant. Très bien. Ouais. Et puis vous avez juste leurs prédécesseurs qui écrivent ensemble un papier pour dire exactement l'inverse de ce qu'ils disent. Mmh. Donc ça doit vous amener à réfléchir sur le fait que c'est pas de la science, ça. Donc c'est des opinions qui sont prises. Vous avez le droit de choisir votre camp pour dire, écoutez, moi je crois plutôt ce qui était avant. Moi je connais très très bien Dominique Marinaki, qui est une merveille. Qui est le prédécesseur de... C'est le prédécesseur, oui. Ouais. Qui a dirigé l'INCa, qui est un type qui est tout à fait exceptionnel, qui a fait des choses exceptionnelles de sa vie comme médecin. Et donc il y a une approche vraiment médicale, qui est un grand médecin, qui est un très très grand cancérologue, qui est ici a fait les premières greffes de moelle. Enfin, c'était un grand bonhomme. Je vous connais très bien. Et donc j'ai une immense confiance en lui. Vous savez que c'est lui qui a dépioté toute l'histoire du Mediator. J'ai une immense confiance en lui. C'est intéressant de regarder ce qu'il dit, que vous l'interviewez. Donc c'est intéressant. Donc il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, il n'y a pas d'un côté, si vous voulez, la science qui dit, il y a un des vrais problèmes, c'est que les moyens actuels de communication font qu'il n'y a plus le monopole de celui qui a le droit de dire. Et ça, c'est un problème qui agite beaucoup et qui... Mais c'est une bonne chose, ça, professeur Raoult, qu'il n'y ait pas de monopole. C'est ni bon ni mauvais, c'est une autre évolution. Et cette révolution, elle se fait pas sans secouer les choses. C'est la vie qui est comme ça. Mais vous savez, moi j'ai vu les radios libres en 81 et puis la libération de la télévision quelques années près. Et maintenant, vous avez un truc qui sont les blogs, les vidéos et qui font plus d'audience que le monde quand même. Donc ça fait quelque chose qui bouleverse les mœurs quand même. Et donc, mais ça vous satisfait ou pas, ça, vous, personnellement? Vous trouvez pas que c'est... Oui. Moi, j'aime la contradiction. Je pense que la contradiction est intrinsèque aux sociétés humaines. Et donc, je pense que c'est bien. J'ai horreur du monopole. Et j'aime les contradictions. Mais il y a des gens qui n'ont pas... Bien sûr, je comprends que les gens puissent être perturbés par le fait qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans la pensée. Vous voyez? Et donc, moi, je suis contre les pensées homogènes parce que je crois qu'elles sont fausses. Donc, je ne crois qu'à la contradiction. Et je crois qu'on ne progresse que par la contradiction, en acceptant la contradiction. Et donc, je suis content qu'il y ait effectivement des sources différentes d'informations. Et donc, je pense que c'est très utile. Mais voyez, par exemple, dans la lettre des 300 médecins brésiliens de Marcos Eberlin, après le Lancet, justement, l'article et l'étude du Lancet, il dit bien ceci, et moi je suis assez frappé de ça. Il dit, mais c'est quoi, effectivement, l'instrumentalisation de la science? Et il dit, est-ce que la science, et il vous rejoint, la science est la culture du doute. Et il dit, au nom de la science, quand il y a une doute, est-ce que, au nom de la science, est-ce qu'il ne faut pas laisser la parole aussi à la défense? C'est-à-dire qu'on a l'impression aujourd'hui, vous avez raison, moi j'ai jamais dit on est perdu à cause de qu'est-ce qui est scientifique ou pas. On est perdu parce que les scientifiques eux-mêmes, ou soi-disant ceux qui s'arrogent au nom de, et encore une fois je reviens sur l'histoire du Lancet et des décisions prises, s'arrogent au nom de dire moi je suis un scientifique, mais quel scientifique tu es? Est-ce que tu vois les malades? Est-ce que tu pratiques? Tu ne pratiques pas? Tu es chercheur, etc. Et ça fait un vrai problème tout cela. De qui parle et au nom de quoi il parle? Justement, je vous dis, nous, on a fait cette étude-là de ce que nous, on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire la comparaison des études. En comparant, c'est quelque chose qu'on a trouvé grâce à ce travail du Lancet, que les choses apportent toujours quelque chose. Oui. C'est de comparer les études qui étaient faites dans
uniquement de manière digitale versus les études qui étaient faites par les praticiens qui avaient vu les malades. Donc c'est très intéressant. Effectivement, ça sera un des éléments de réflexion, de dire, écoutez, qui êtes-vous pour parler de ça? Est-ce que ce sont des malades que vous avez vus? Nous, quand on me raconte ces histoires cardiaques, je peux vous dire, on a fait ici pour nos malades 10 000 électrocardiogrammes qui ont été vus, comme on est prudent. Il y a un professeur de cardiologie qui est spécialiste du rythme cardiaque, qui s'appelle le professeur de Haro, qui, avec ses internes, a validé tous mes électrocardiogrammes. Monsieur, il y a des gens à qui on a dit on ne va pas le donner parce qu'on va prendre de risques inutiles. Pas beaucoup, mais il y en a eu quelques-uns. Donc, et quand à la fin, on n'a rien du tout, si on a des difficultés avec nos 10 000 électrocardiogrammes à croire l'autre qui nous dit que sans voir les malades, en sortant les trucs, il a eu 8% de morts par accident cardiaque liés à l'hydroxychloroquine. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous aimez cet auteur, moi j'aime beaucoup Baudrillard. Et Baudrillard a écrit un livre que je recommande beaucoup, qui est un livre de 1978 qui s'appelle Simulacre et Simulation. Oui. Dans Simulacre et Simulation, en 78, il prédit cette chose qui est, écoutez, le monde digital bientôt ne reflètera même plus le monde réel, il reflètera ce qu'on appelle l'hyperréalité, c'est-à-dire un autre monde comme celui de la science-fiction de Philippe Dick, qui est un monde qui n'a plus qu'une connexion, une distorsion tellement extrême de la réalité que le lien avec la réalité devient pratiquement inexistant. Et donc, on est en plein dedans, là. Vous savez, c'est le père de la sémantique générale qui disait, rappelez-vous que la carte n'est pas le territoire. Bien sûr, bien sûr. C'était Gorzybski. Et vous avez raison de citer Baudrillard, c'est vrai, la fin du social et l'ombre des majorités en fleurs. Mais pour revenir à ça, justement, vous vous rappelez, enfin, on ne va pas le citer ici, cette personne qui était allée voir plusieurs présidents, un Anglais, qui prévoyait 500 000 morts en France, avec la modélisation. Alors la modélisation, est-ce que tous ces gens-là, quelque part quand même, professeur Raoult, ils ne sont pas dans le côté on modélise, on dit voilà, on va prendre des modélisations, on va pas s'embêter, et Raoult, qu'est-ce que c'est, pourquoi il fait pas des études randomisées, pourquoi il fait pas tout pour tout le monde, on fait le tableau Excel, enfin je simplifie, je caricature, et puis on fait les tableaux, et puis voilà, et puis on a les conclusions, et tout va bien. Vous savez, moi j'ai pris une position, j'ai accepté pendant quelques années d'être rédacteur en chef du journal européen de maladies infectieuses qui s'appelle Clinical Microbiology in Infection, et je suis rédacteur en chef adjoint du grand journal du Center for Disease Control qui s'appelle Emerging Infectious Disease. Et donc moi j'ai pris depuis très longtemps, depuis 12 ans, la décision de ne jamais publier un modèle prédictif de ma vie. Jamais. Donc je les jette à la poubelle directement. Je pense que c'est exactement la même chose que l'astrologie, c'est pareil. Si vous voulez, les maladies infectieuses sont des maladies extrêmement complexes. C'est des maladies d'écosystème et on ne connaît pas l'ensemble des tenants de l'écosystème. D'une année sur l'autre, on n'arrive même pas à prévoir quand la grippe A, H3N2, dont on connaît parfaitement le virus, on ne sait pas quand elle va commencer, ni quand elle va s'arrêter, ni combien on a de cas. Là, par exemple, on a une année où ici, je n'ai pas les données entières de la France, mais ici, pour les Bouches-du-Rhône, on n'aura pas plus de morts que les autres années parce qu'on a eu moins de grippe et moins de virus respiratoires syncytiaux, et donc il y a eu plus de Covid, et il y a eu moins des autres, et donc à la fin, on n'aura pas plus de morts. Donc il y a un côté très imprévisible des épidémies, et encore plus, alors essayer de faire des prédictions sur quelque chose qui n'existe pas encore, c'est vraiment fou. Mais c'est Ferguson dont vous parlez, qui est le plus grand prédicteur de l'humanité. J'avais défié à une conférence pour et contre, il s'est dégonflé, il m'a envoyé un de ses étudiants. Pourtant, c'était à Londres. Je peux vous dire qu'il avait prédit 1 million de morts pour la grippe aviaire, et puis il avait prédit je ne sais combien pour H1N1, et à chaque fois... Et sa crédibilité, d'une manière très intéressante, ne descend jamais. Il publie ça à chaque fois dans Nature, si vous voulez, et tous les ans, il publie une étude fantasmagorique, si vous voulez, mais ça répond à un besoin. Les gens aiment ça, les gouvernements aiment ça, qu'on leur prédise, comme ça, ils prennent des mesures qui leur apparaissent adéquates. Ils ont besoin d'avoir une sécurisation sur qu'est-ce qui va se passer, mais vous savez bien, c'est vieux comme le monde que les gens veulent qu'on leur prédise l'avenir. C'est vrai, mais enfin, quelle fausse sécurisation, on ne va pas prendre les astrologues au pouvoir. Entre parenthèses, ce Ferguson, vous savez qu'il est la cause de la destruction de pratiquement tout le cheptel de vaches anglaises. Il était persuadé que les vaches... Je sais, il pensait qu'il y aurait 1 million de morts. Il a écrit qu'il y aurait 1 million de morts en Angleterre. Donc, si vous voulez, ça fait depuis, à chaque fois, il fait des prédictions qui sont... Mais regardez, Nostradamus est toujours à la mode aussi, hein, ça ne change pas. Moi, je connais bien, Nostradamus était mon voisin.
jardin est à salon. Hein. Mais vous savez que c'est Alphonse Allais qui a dit que les poubelles étaient remplies de tendances prolongées. Donc, il ne faut pas l'oublier, ça. Juste un mot. Mais derrière tout cela, quand même, professeur Aout, est-ce qu'il n'y a pas aussi, il faut quand même en parler, l'ombre, je ne dis pas ça par stigmatisation, mais enfin, les laboratoires, les recherches de vaccins, etc. Et quand vous dites, et vous l'avez dit, attendez, là, vous avez dit d'abord la pandémie, elle va diminuer, voire disparaître. Et puis, est-ce qu'on a vraiment, aujourd'hui, tout le monde parle du vaccin, enfin, tout le monde, beaucoup de gens, et alors là aussi, c'est prédiction ou pas, est-ce que c'est l'horizon du vaccin? La ministre des Sports a dit, d'ailleurs, on ne pourra pas reprendre, juste un mot, c'est un exemple, les activités sportives si on n'a pas de vaccin. Vraiment complètement. Votre opinion là-dessus? Mon opinion, si vous voulez, c'est que moi, j'évite de m'exprimer à la télévision de natation. Donc, c'est la ministre des Sports et de la natation. Non, c'est ça qu'elle faisait. Je sais pas ce qu'elle faisait. Elle était escrime, je ne sais plus. Très bien, mais je ne voudrais pas me battre à l'escrime avec elle non plus. Je ne le ferai pas. Mais globalement, je vais vous dire une chose. Nous verrons, mais nous on a des données extrêmement intéressantes sur la question de la vaccination dont je parlerai un peu plus tard parce que ces données ne sont pas complètes. Mais encore une fois, de réfléchir sans savoir est idiot. Donc il faut, et ça a été une des discordances qu'il y a eu avec le comité scientifique Reacting, là, qui était, parce que le comité scientifique là, qui est en cause, c'est juste le Reacting, hein, c'est la même chose qu'avant, qui, de mon point de vue, n'est pas compétent pour poser ces questions-là. C'est de ne pas mettre en place un vrai conseil scientifique, mais en place les études pour réfléchir. Et les études pour réfléchir, je regrette, il n'y a que moi qui les ai mises en place, parce qu'il n'y a que moi qui avait les données sur l'incidence chez les enfants, il n'y a que moi qui avait les données sur l'incidence de la maladie chez tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on a pu dire. Mais attendez, professeur Raoult, comment ça se fait qu'il n'y avait que vous? Expliquez-moi. Non, mais parce que vous faites des illusions sur l'état de ce type de travail. Un des éléments majeurs de ce qui s'est passé pendant ces 20 ou 30 dernières années, on a eu une épidémie épouvantable contre laquelle il a fallu lutter, 2 épidémies épouvantables. La première, c'est celle du sida, et la deuxième, c'est celle des hépatites chroniques dues à l'hépatite C. Ces maladies sont des maladies infectieuses, mais chroniques, qui sont devenues le plus gros problème de santé publique ici et dans le monde. Il y a plus de 20 ans qu'on sait les traiter. Après avoir mis au point ces traitements, l'ensemble, beaucoup de gens qui travaillent sur les maladies infectieuses sont rentrés dans ce qui était la manière de travailler pour ces maladies, qui était de faire des études. C'était pas la peine, je vais vous dire, pour le traitement du sida, c'était pas la peine du tout de faire une étude randomisée en double aveugle, rien du tout. Quand vous aviez la protéase, le médicament, vous mettiez, une semaine après, vous regardiez le nombre de virus dans le sang et vous saviez que ça marchait. Il fallait un patient pour le savoir. D'accord. Donc après, il y a des tas d'études qui ont été faites avec des milliers de patients pour savoir si ça améliorait un peu, ou si la tolérance était mieux, ou si au lieu de prendre 10 médicaments, on en prenait un, dont les buts, de mon point de vue, étaient multiples. Il y avait un des buts, c'était effectivement de voir si c'était un peu mieux. L'autre but, c'était de créer de l'addiction prescriptive. Quand vous avez prescrit dans une étude 100 fois, vous avez l'habitude de prescrire. C'est aussi simple que ça. Pour des bénéfices, si vous voulez, en termes de santé, qui étaient extrêmement modestes. Donc, mais ce sont des habitudes très, très, très lourdes. Et ça veut dire que les gens se sont démunis de leur capacité à créer eux-mêmes des stratégies thérapeutiques parce qu'ils ont délégué la stratégie pour faire les essais thérapeutiques à l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est une vraie question. La deuxième vraie question, c'est finalement, si vous regardez avec une analyse critique, pour laquelle je vais peut-être vous choquer, ces nouveaux, les nouveaux traitements qui sont mis en place, pour lesquels on fait ces énormes études, est-ce qu'ils modifient l'espérance de vie? Et la réponse, c'est probablement pas du tout. Il reste des niches. Vous savez, on est à 80 ans d'espérance de vie. Il reste des niches sur lesquelles on a besoin de médicaments qui seront expérimentés à titre compassionnel. De toute manière, c'est des cancers rapides chez les jeunes. Mais pour l'allongement de la vie, non. C'est ça, vous voulez dire. Pour l'allongement de la vie, vous savez, on plafonne depuis un certain temps, et donc on ne va pas vivre 120 ans. Et deuxièmement, ce qui est très frappant, dans le cadre de ça, des nouveaux médicaments, c'est de voir que les pays pauvres nous rattrapent
que certains d'entre eux ont dépassé les plus grands pays. Vous savez, les États-Unis est un des pays dans lequel l'espérance de vie n'est pas très bonne. C'est moins bon que Cuba, c'est moins bon que le Kerala, qui est au sud de l'Inde. Donc il y a quand même... C'est paradoxal. Il y a quand même... Ça n'est plus paradoxal. C'est une question très intéressante qui veut dire, en réalité, ils n'ont pas besoin des derniers médicaments. Avec les médicaments génériques, ils font aussi bien que nous. Et donc il y a une question quand même, c'est même eux qui les produisent, les médicaments. Donc il y a une question quand même qui se pose, qui est le changement de modèle intellectuel qui a été de dire depuis un peu plus d'un siècle, on gagne continuellement en espérance de vie et grâce à des nouveaux produits et à des nouveaux médicaments. C'est une véritable question. Et bien entendu, moi je peux bien imaginer que cette question-là soulève des réactions d'une très très grande violence. Oui, mais il y a une autre question aussi, justement, Didier Raoult, là où vous êtes quand même devenu, ce pelé, ce galeux, d'où nous vient tout le mal, enfin pour certains, pas pour beaucoup d'autres, c'est que votre bithérapie, elle coûte pas cher. Et oui, elle coûte pratiquement rien. C'est grave ça, professeur Raoult, quand même. Quand on est en train de tester et qu'on se dit qu'il y a 7 milliards de patients potentiels, soit pour un vaccin, soit pour une bithérapie, soit pour une trithérapie, soit pour autre chose, et que quelqu'un arrive en nous disant, vous savez, moi j'ai quelque chose, et puis qu'effectivement un certain nombre de pays, on va pas citer l'Amérique, l'URSS, le Sénégal, enfin l'URSS, la Russie, le Sénégal et autres, et que vous venez dire, oui, mais écoutez, voilà, il y a des médecins génériques, des médicaments génériques et on les a. Vous croyez pas que là, quand même, il y a un problème qui n'est pas mince? Oui, c'est le même, mais si vous voulez, derrière le fait que, bien entendu, ça coûte très peu d'argent, il y a aussi le fait que, plus profondément que ça, c'est une remise en cause de notre modèle de développement, en particulier dans le domaine de la santé. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, voilà, écoutez, actuellement, avec les médicaments génériques, à part quelques niches, vous n'avez pas besoin de nouveaux médicaments et on ne va pas trouver de nouveaux médicaments qui va permettre de vous augmenter encore de 5 ans votre espérance de vie parce qu'elle va être stationnaire entre 80 et 100 ans et on ne va pas vivre 100 ans, c'est pas vrai. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais donc ça veut dire que il y a tout un modèle qui s'est développé qui est colossal, aussi bien l'industrie mais aussi bien de la recherche, beaucoup de recherche entre guillemets médicale. Beaucoup de cette partie-là est devenue juste d'être un médiateur entre le malade et l'industrie qui fait des essais, vous voyez. Ouais, on est donc, au cœur du problème, là. C'est plus de la recherche, vous voyez, c'est juste de la prestation de service, vous voyez. Donc, il y a une question de fond, là, qui se pose. Et quand vous avez des générations qui ont été éduquées à la prestation de service méthodologique, si vous voulez, de leur dire non, il va falloir penser par soi-même, observer par soi-même et refaire les choses, c'est un changement de modèle. Et c'est dommage, parce que moi, je souhaite beaucoup que les gens se remettent à la recherche observationnelle, parce que on vit une époque de découverte absolument exceptionnelle. C'est pour ça que ça m'ennuie. C'est tout l'Extrême-Orient qui est en train de prendre la première place au monde dans la découverte, en particulier des nouveaux microbes. Et c'est dommage. Et l'Europe stagne. Enfin, je parle même pas de la France, mais l'Europe est en arrière, très en stagnation là-dessus. Si vous voulez, quand on voit la manière dont les choses sont déroulées, nous, je vous rassure, nous, on va très bien. Nous, en France, et en particulier, nous, à Marseille, on va très bien. On est en concurrence avec eux, on est en compétition avec eux, mais on utilise les mêmes outils. Les seuls qui utilisent les mêmes outils, c'est une course en avant technologique. L'utilisation d'avoir tout sur place pour pouvoir faire les choses, il n'y a que les Chinois et nous. Mais si vous voulez, moi je me rappelle une des raisons de la construction de l'IHU, j'étais allé à Shanghai en 2005. Oui. Ils avaient construit en 2 ans un énorme institut à Shanghai pour répondre à l'épidémie de SARS. Oui. Eh bien, c'est 10 fois mon IHU, et mieux équipé que moi. D'accord. Et donc, ils ont des scanners dans leur hôpital, ils ont des blocs opératoires en P3 dans leur hôpital, ils ont des conditions de travail et des chambres qu'ils avaient en 2005, qui sont exceptionnelles. Moi, c'est ce qui m'a relancé dans l'idée qu'il fallait qu'au moins il y en ait un en France, qu'on puisse avoir un endroit dans lequel on tout pourrait regrouper. Ouais. Oui, et puis c'est ce qui répond à votre question sur qui c'est qui peut faire des études, c'est-à-dire qui c'est qui peut. Nous, on nous a demandé, on pouvait faire, on a fait jusqu'à 4000, mais on pouvait faire 5000 tests par jour. Et où est-ce qu'on peut faire, dans quel endroit en France on peut faire 5000 tests par jour sur une maladie nouvelle?
Donc il faut bien qu'il y ait des sites pour ça, pour le faire. C'est pas les hôpitaux qui font les choses ordinaires, vous voyez. C'est une. D'ailleurs, vous l'aviez recommandé il y a quelques années et ça vous a valu quelques réponses de l'INSERM, entre autres. Enfin, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Mais je voudrais revenir à ce que vous avez dit, qui est vraiment le problème de fond. Vous savez, c'était Clausewitz qui disait la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, la recherche actuelle, en tout cas une partie de la recherche actuelle, n'est pas la continuation du marketing pharmaceutique par d'autres moyens ? En partie, bien sûr. En partie, si vous voulez, en particulier l'invasion méthodologique, si vous voulez, c'est quelque chose qui est exigé par l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire, si vous regardez, je vous conseille de regarder ça, parce que c'est une expérience extrêmement amusante. Oui. Si vous lisez l'anglais facilement, de regarder un certain nombre de points sur Wikipédia, vous regardez la version française et la version anglaise, vous êtes scotché. C'est intéressant parce que c'est une encyclopédie qui ne dit pas la même chose en français et en anglais. Sur quel sujet Là, vous regardez les randomized control studies, c'est-à-dire les études contrôle randomisées. En France, il n'y a pas de commentaires. Sur Wikipédia en anglais, il y a la moitié des commentaires qui montrent pourquoi il ne faut pas les faire. Et en particulier parce qu'il y a un biais, c'est que seule l'industrie est capable d'organiser des trucs pareils parce que c'est extrêmement cher, d'accord, et que bien entendu, il n'existe pas de traitement qui soit évalué par l'industrie qui ne soit pas biaisé. Et on est arrivé à une chose, je vais essayer de vous expliquer jusqu'à quel point ça paraît absolument sidérant et qui a été l'objet de véritables conflits que j'ai levés. Qui sont ceux-ci. On fait, nous, dans notre IHU, on a un comité de déontologie ou de morale, on appelle ça comme ça, avec des gens très bien, mais qui sont des gens qui se posent des questions à un niveau moral. Pas des méthodologistes, des gens qui disent est-ce qu'on peut faire ça aux malades ou est-ce qu'on ne peut pas faire ça aux malades. Et nous avons interdit ce qu'on appelle les essais de non-infériorité. C'est interdit dans tout l'IHU. Ça veut dire les essais de non-infériorité, c'est la plupart des essais qui se font en France sont des essais de non-infériorité. Et un essai de non-infériorité, c'est quelque chose dans lequel on dit aux gens, voilà, on va tirer au sort le médicament qu'on va vous donner. Il y en a un dont on sait qu'il marche. Et il y en a un dont on ne sait pas s'il est aussi bon que celui qu'il marche. Et donc, au hasard, ou on va vous donner le bon, ou on va donner celui dont on essaie de démontrer qu'il est aussi bien que le bon. Et donc ça, nous, on a refusé parce qu'on sait que sans bénéfice pour le malade et avec des risques, il n'y a pas un malade bien informé qui dirait oui. Et donc, on demande des consentements en les dissimulant dans des choses qui sont gros comme des contrats d'assurance dans lesquels les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'on leur demande. D'accord ? Avec donc, les petits alinéas et tout ça. Exactement. Pour moi, tous les essais de non-infériorité, que ce soit pour la toxicité ou que ce soit pour l'efficacité, sont moralement inacceptables s'il n'y a pas un bénéfice pour le malade. Et donc, et ceux-là doivent constituer plus de la moitié des essais thérapeutiques actuels, puisque je vous le dis, on n'espère pas de bénéfice avec les nouveaux médicaments. Mais on a besoin de ces études, méthodologiquement, pour dire que ça n'est pas plus mauvais que ce qui existe déjà, donc on a le droit de le vendre. Mais alors pourquoi pour la plupart des essais, enfin des études qu'on voit et qui sont relayées, peut-être la critique médiatique, on pourra tout à fait la faire, c'est qu'on dit si c'est pas randomisé, ça vaut rien, c'est pas possible. Oui, vous comprenez, il a fait ça, mais il aurait pu le faire. Pourquoi il fait pas son protocole? Mais pas seulement vous, mais les tas de gens. Alors quand c'est randomisé, et c'est vrai sur l'histoire de Lancet, on revient à ça. Quand on sait, pardon, vous le dites pas, mais moi je peux le dire, enfin vous le savez aussi, que les 4 auteurs de la grande étude de Lancet, pour lesquels on a déclenché l'artillerie lourde, sont 4 auteurs qui ont des liens très précis, profonds avec les laboratoires. Et pourquoi pas? Mais encore faut-il le savoir et le dire. Non, mais si vous voulez, l'étude du Lancet n'est pas du tout une étude randomisée. La commentaire, vous savez, c'est des commentaires ad hoc, ça. Il n'est pas plus randomisé que la mienne, c'est une étude observationnelle. Elle est même moins que la mienne, c'est une étude comparative non randomisée, c'est-à-dire que ils ont pris les observations, je ne sais où ils les ont inventées, j'en sais rien, un peu j'ai des doutes, à droite et à gauche. Et ils ont dit, écoutez, voilà, on les compare les unes aux autres, mais c'est absolument pas randomisé. Celle-là, personne ne trouve à y redire parce qu'elle va dans le sens. Encore une fois, l'idée que la science est indépendante de la pensée de la société, c'est une grande fantaisie, c'est pas vrai.
Enfin, on sait ça depuis Galilée, vous savez ça. Enfin, on sait très bien ce qu'on a dit à Galilée quand il a dit ce qu'il a dit. Hein. Et oui, mais elle tournait quand même, vous voyez. Et on continue absolument. Non, mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que ça a joué. Et Galilée, il est toujours là, les gens sont toujours là, sont toujours en train de... Mais justement, ça m'amène à vous poser les questions, pas du tout sur la politique en tant que telle. Et je ne vais pas vous demander si vous allez y aller ou pas, on s'en fiche. C'est pas le problème. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas le problème. En revanche, vous êtes obligé, vous êtes un citoyen et vous pesez sur la politique par ce que vous faites, Didier Raoult. C'est-à-dire que vous provoquez chez les politiques des réactions extrêmement diverses, mais vous êtes devenu, chez les politiques qui, eux, ne connaissent pas la science, l'une des auberges espagnoles du fantasme. Ça veut dire que c'est pour ou contre Raoult, et on se détermine politiquement par rapport à ça, ce qui est quand même pas piquer des hannetons. Oui, non, mais c'est amusant. Honnêtement, je trouve ça amusant. Je pense qu'une des grandes parties de la sélectivité qui est très, 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 très brutale et très objective que je vous ai donnée pour le Lancet, que j'avais jamais vu jusqu'à ce point-là, oui. Est liée au fait que, pour des raisons qui m'échappent, Trump a dit qu'il était pour l'hydroxychloroquine et que le Lancet est férocement contre Trump. Hein. Oui. Donc, je vois ça, j'observe pas ça, pas qu'ici. Moi, je pense qu'une partie du feu est due aux médicaments dont on parle. Il faut savoir que le capital de Gilead, qui est le médicament qui était le plus en cause, c'est le même capital que celui de Elsevier, qui est le plus gros publieur scientifique du monde. Hein. Voilà. Donc c'est Vanguard et BlackRock quand même. Hein. Donc c'est une partie du phénomène. Je ne sais pas ce qu'elle constitue comme partie. La deuxième partie, c'est que si vous êtes pour l'hydroxychloroquine, vous êtes pour Trump, vous êtes contre Trump. Donc au milieu des élections. Professeur Raoult, vous ne croyez pas si bien dire. Je vous donne 2 dates, quand même formidable. 19 mars, Trump dit l'hydroxychloroquine, c'est très très bien, je recommande et tout ça. Le 20 mars, le lendemain, je ne sais pas si c'est lié, mais enfin, l'OMS a pris position pour le Remdesivir. Le seul médicament dont on peut penser qu'il serait efficace serait le Remdesivir, dit le 20 mars Bruce Aylward, l'assistant du directeur général de l'OMS. Autre date, 18 mai. Dans une lettre envoyée au directeur de l'OMS, Donald Trump menace de couper définitivement les titres des vivres à l'organisation. Le 19 mai, Trump déclare prendre de l'hydroxychloroquine à titre préventif. Il a arrêté depuis. Et 22 mai, étude publiée dans Lancet. Alors évidemment, c'était préparé depuis longtemps. Mais enfin, comme par hasard, c'est amusant, ces dates entre Trump, l'OMS et compagnie. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire quand même. Oui, ça veut dire que, si vous voulez, il faut être lucide. La science est une partie des activités humaines, sociales, hein, et que donc, d'abord, on fait de la science avec des concepts qui sont les concepts de nos sociétés, avec des outils qui sont les outils de notre société. Je vais vous donner un exemple qui vous écartera un peu, mais ça nous donnera un peu de fraîcheur de vous écarter de sorte de Covid. J'ai toujours pensé que ce soit les grands scientifiques ou les grands penseurs représentent une étape dans l'histoire de la pensée humaine, mais qu'il ne faut pas les transformer en idoles. Je n'aime pas l'idolâtrerie. Et j'avais été frappé par le degré d'idolâtrerie, là aussi très anglo-américain, qui frappait Darwin. Darwin était, ça y est, c'était la science contre l'obscurantisme, ce qui pose effectivement un problème aux États-Unis, puisque aux États-Unis, il y a à peu près la moitié de la population qui pense vraiment que les choses se sont passées comme c'est écrit dans la Bible en 7 jours. Ouais, et donc, il y a quelque chose qui n'existe pas dans nos sociétés. Dans nos sociétés, la plupart des gens ne pensent pas ça. Mais c'est très intéressant quand vous regardez Darwin et quand vous acceptez de le regarder avec un œil critique, ce qui est très important. Moi, c'est ma génération. Vous avez ce qu'on appelle la French Theory, c'est-à-dire de remettre en cause les choses les mieux établies, parce que c'est là qu'il y a le plus à trouver. Et donc, j'ai regardé ça de manière très intéressante. Et quand j'ai reçu, à un moment, parce que l'INSERM aussi, il y a des hauts et des bas, à un moment, c'est très populaire, donc ils m'ont donné les grands prix de l'INSERM. Ouais. Donc, j'ai fait un discours à ce moment-là, je leur ai dit, écoutez, vous allez être surpris, parce que toute l'hypothèse de Darwin, son organisation sociale est une organisation qui est post-biblique. En réalité, les gens pensent que c'est anti-biblique, mais pas du tout, c'est notre civilisation. L'arbre de la vie, c'est un terme de la Bible. Ouais. L'idée qu'on évolue au bout de branches, c'est un terme de la Bible. Et quand vous allez avoir la science qui est faite par les bouddhistes ou par les hindouistes, qui ont une vision cyclique du monde, vous ne pourrez pas avoir les modèles évolutifs qui sont des modèles cycliques, évolutifs et qui intègrent
des éléments différents. Et on voit que nous, le darwinisme nous a amené à raconter, amené les paléontologues à raconter des bêtises pendant des années entre Homo sapiens et Néandertal, en disant que Sapiens avait tué Néandertal parce qu'il était plus malin, jusqu'au moment où on s'est rendu compte que génétiquement, on était un mélange de Néandertal et de Cro-Magnon, et probablement d'autres qu'on n'a pas encore identifiés. Et donc ça, c'était tellement radicalement anti-darwinien. Vous voyez, l'idée darwinienne, qui sous-tendait d'ailleurs une idée raciste, qui était que si l'Angleterre dominait le reste du monde, c'est parce qu'elle avait été sélectionnée parce qu'elle était plus compétente. C'était une vision du 19e siècle. Ce qui était intéressant, ça a brisé une barrière, comme les héros hégéliens le font, mais c'était pas plus que ça. En fait, votre devise, professeur Raoult, c'est avec des vaches sacrées qu'on fait les meilleurs steaks au poivre. Je ne sais pas si je dirais ça, parce que je ne voudrais humilier personne. Et j'ai du respect pour les gens qui ont des vaches sacrées comme pour les autres. Juste, professeur Raoult, qu'est-ce que vous diriez quand même je repense aux personnes là et qui nous écoutent, et il y a beaucoup d'ailleurs qui voudraient, on va en reparler pour vous poser des questions, je ne sais pas si vous avez nous accordé du temps, et c'est formidable, mais on aimerait en avoir plus. Non, simplement, vous direz que chacun, en fait, doit rester lucide, esprit critique. Je dirais quelqu'un qui est en dehors de la science, qui est un patient. Tout le monde, tous ceux qui sont des patients potentiels, qui n'est pas allé à un moment donné chez le médecin ou à l'hôpital ou ailleurs. Est-ce qu'il faut quand même garder les distances par rapport à toute cette espèce de pas de délire, mais enfin de peur, avec le confinement, etc. On a tous subi ça. Bon, ce n'est pas la guerre, faut quand même pas, faut rester lucide et par terre. Mais vous dites quoi? Garder la distance, garder l'esprit critique, être lucide, ne pas se contenter de prédictions. Je sais pas. Je trouve que ça fait quelques années. Je trouve, moi j'avais été quand j'ai été sollicité par le ministre de la Santé, le ministre de la Recherche pour réfléchir sur les maladies infectieuses, c'était au décours immédiat de cette histoire de bioterrorisme qui était quand même un des fantasmes les plus extraordinaires, y compris avec un modèle, encore une fois, extraordinaire, réalisé cette fois-là à John Hopkins, pour une fois c'était pas Ferguson, qui s'appelait Dark Winter, et donc il avait fait un film qu'il a montré à tout le monde, à Bush, mais aussi chez nous en France, où il disait, voilà, s'il y a des terroristes qui ont le virus de la variole, on infecte 10 personnes, on les envoie dans le monde, et on voyait tout se dérouler jusqu'à ce qu'il y ait 1 million de morts. C'est la même chose que le film Alerte. Vous voyez, il y a, et à la fin, on s'est rendu compte que la bactérie, si vous voulez, du bioterrorisme, il y en avait eu qu'aux États-Unis. Qu'en réalité, c'était probablement un ingénieur qui avait travaillé à Fort Detrick pour l'armée américaine. Il y avait une seule souche, c'était la même souche qui avait été militarisée par l'armée américaine. Et c'était donc une histoire américano-américaine dont le protagoniste est mort. On nous dit qu'il s'est suicidé, je ne sais pas de quoi il est mort. Mais la souche, les Américains savaient 3 mois après que c'était exactement la même souche, et ça a quand même continué pendant un an et demi avec Colin Powell qui remuait un tube en disant, regardez, Saddam Hussein a plein de bactéries bioterroristes. Le complotisme. Professeur Raoult, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez rester un peu avec nous pour les auditeurs? On a énormément d'auditeurs qui voudraient... Oui, mais je suis désolé. C'est pas possible. D'accord, je sais. Ma seule crédibilité, elle vient jamais que des chiffres que j'ai. Moi, tous les matins, tout le monde peut raconter, vous y compris, ceux qui veulent, quand j'arrive le matin, je regardais les données. Vous savez, on a 2 heures de réunion avec tous les médecins ici qui HU pour regarder qui est malade, qui on transfère, qui peut sortir, quels sont les résultats aujourd'hui. C'est ce qui fait que ça me donne tellement d'assurance. Et quand un de vos collègues a dit, mais écoutez, est-ce qu'il y a une étude qui peut vous convaincre que c'est mauvais? Je dis, mais comment voulez-vous me convaincre plus que ma propre expérience? Quand même, il faut être fou. Que vous ayez le problème entre 2 types d'études, je le comprends bien. Mais que moi, j'ai un problème avec une étude contre ma propre expérience quotidienne, où nous avons traité plus de 3000 personnes, vous savez, je ne vois pas comment je pourrais changer d'avis, vous voyez. Eh bien, on ne vous demande pas de changer d'avis. Merci, professeur Raoult, pour cet entretien avec Sud Radio. Merci. C'est du pipeau, c'est des histoires à dormir debout, c'est des gens qui n'ont même pas vu les malades. Et voilà que c'est ce genre de choses que les médias en Suisse et en France, c'est la même merde en France. Faut pas croire qu'en France c'est différent. C'est la même merde médiatique qu'en Suisse. Et là aussi, il y a les médecins marrons qui viennent expliquer que Didier Raoult ci, Didier Raoult ça, ce sont des gars qui sont des médecins de plateau qui n'ont jamais vu
un patient depuis peut-être 20 ou 30 ans. Donc, hein, ça, il faut savoir. Comme chez nous, l'Alexandra Calmi qui est là, qui vient nous expliquer que voilà, que Raoul, son protocole, c'est fini, l'hydrochloroquine. Enfin, c'est un ramassis de conneries pour essayer de le discréditer. Écoutez-le bien, parce qu'alors là, il détruit l'étude du Lancet. Hein, et c'est un type très, très, très posé et très intelligent.